Du point de vue, donc, la deuxième question que je voulais poser tout à l'heure, elle rejoint tout à fait ce que je viens d'écouter tout à l'heure. Ici, la performance qui vient d'être faite, je m'interrogeais sur les 20 minutes qui sont données à chacun dans un colloque, parce que c'est aussi quelque chose, un exercice auquel je suis soumis de temps à autre. Que faire? Qu'est-ce que c'est que ces 20 minutes en colloque? Quel est l'aspect créatif et quel est l'aspect théorique? Quelle part doit être donnée à la création, quelle part doit être donnée à la théorie dans ces 20 minutes. Et je vous remercie donc de nous avoir fait un très bel exercice. D'autres s'y sont livrés aussi d'ailleurs, y compris en duo tout à l'heure, et à différents moments de ce colloque qui est aussi très riche. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une performance? Est-ce qu'il s'agit, comment vous pourriez indiquer la forme à laquelle vous avez donné vie tout de suite? Et ma question est posée aussi à d'autres intervenants. Voilà, juste une chose de la contrainte et de la liberté. Je vais dire à peu près la même chose. Ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est qu'on est là où on est. Moi, j'enseigne depuis 92. J'écris depuis 80. Enfin, oui, j'écris autre chose que de l'universitaire depuis 96. Je me suis longtemps ennuyée en cours jusqu'à ce que mon cours devienne autre chose que de l'ex-cathédra et donc prenne cette forme peut-être plus vivante que je ne saurais pas appeler de la performance. De toute façon, je serais extrêmement mal à l'aise avec ce genre de termes. Les 20 minutes, suite au massacre l'autre jour, il y avait une remarque, malheureusement j'arrive plus à retrouver qui disait que les cérémonies publiques de deuil permettaient temporairement de contenir la souffrance, de créer voilà, cet espace pour contenir. Et alors moi je suis de l'école d'Aix, c'est-à-dire que j'ai été formée à l'animation par Corinne et puis Anne Roche et puis tous les gens d'Aix, donc où il y a cette idée effectivement d'atelier, d'accompagnement, mais aussi de contenir, mais pas dans le sens négatif qui serait dans les bas de contention. Quoique les bas de contention, ça permet de circuler en fait, de circuler. Donc les 20 minutes, c'est ça, je veux dire, ça doit être beaucoup plus, ça serait pénible pour vous peut-être d'écouter plus longtemps. Et puis nous, c'est un format, effectivement, il faut l'habiter comme on peut. Et voilà. Quant à la question de performance, c'est pas à moi de juger de ça. Moi, je ne supporte plus de m'emmerder, en fait, de parler librement, grossièrement, de fait. Et donc, du coup, c'est extrêmement gênant pour moi d'ennuyer les autres. Donc là, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés, j'espère que vous avez vu qu'il y avait du travail derrière aussi, et que c'est un effort de déprise dans un cadre qui est ce qu'il est, et dans lequel certains d'entre nous, enfin de toute façon la plupart des gens qui sont ici, de là où ils sont, qu'on essaye de faire évoluer, parce que ce qu'on aurait pu dire ce matin, c'est soit nos efforts, soit le maintien d'un système pour lequel il n'y a pas la possibilité de modifier le rapport à l'écriture, de modifier le rapport à l'écriture de recherche, de permettre aux gens d'écrire, voilà. On partage la souffrance. Oui, sur les 20 minutes, je prends juste très humblement qu'on ne peut pas dire grand-chose en 20 minutes qui qu'on soit, et que je ne sais pas si on dit beaucoup de choses dans une vie, de toute façon, il n'y a pas d'exhaustivité. Je pense que ce qui est important, c'est d'être très naïf, mais c'est d'essayer de donner à voir des échos de ce qui peut se faire ailleurs et de donner à voir des fragments. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait au travers de références, et que c'est ça qui permet de sortir du cadre des 20 minutes à mon sens. Je voudrais juste ajouter quelque chose parce que je suis responsable des 20 minutes. Et ces 20 minutes, c'est pour vous permettre à vous, par exemple, de parler. Sinon, vous n'auriez pas eu le temps on n'aurait pas eu le temps d'échanger. Donc effectivement, c'est frustrant, mais je suis
je pense comme Corinne que la contrainte est quelquefois créatrice aussi. Voilà, et que c'est pour ça qu'on essaye de respecter ça. Moi, je pourrais pas faire le clown plus d'1 minute en plus, sincèrement. Il y a des formats plus courts aussi. Il y a des formats plus courts, oui. Il y en a des plus longs, mais on aurait du moins nombreux à participer. Moi, je voudrais remercier les deux personnes qui sont venues de l'école du paysage. Parce qu'en fait, ce qui me semble important, c'est que tout à coup, on parle de la création dans des écoles qui ne sont pas forcément tenues de faire ça. Moi, ça me rassure, en fait, parce que je me dis qu'on est toujours dans des secteurs très spécialisés, qu'on a beaucoup de mal à entendre les autres. Et tout à coup, je pense que c'est comme un travail de combat à faire, très souterrain, de faire que, par exemple, les paysagistes, les architectes, surtout aussi, soient moins, soient un peu plus cultivés. C'est-à-dire, mais pas que les architectes, un peu tout le monde, c'est la culture aussi, partout, et tout le monde devrait pouvoir faire des ateliers d'écriture. Il y en a ici, sur ça, j'ai envie de titiller les pieds, mais c'est vrai que ça me paraît important, en tout cas, comme quête. C'est pas juste dans les écoles du second cycle ou du premier cycle. Je trouve ça... Donc, merci, je trouvais ça bien. Alors merci Sylvie d'avoir apprécié, mais par contre, je tiens à te rassurer, les paysagistes sont extrêmement cultivés. Oui, souvent beaucoup plus, sans savoir ce que la notion de cultiver veut dire, puisque dans leur cas, c'est vraiment le cas de dire. Mais en tout cas, voilà, pas d'inquiétude à ce sujet. J'avais justement une petite question pour vous aussi par rapport à l'école du paysage. Je crois que de toute façon ça fait rêver les littéraires pour nous. Est-ce que dans ce travail d'écriture qui a l'air d'être assez fréquent dans les mémoires, est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique ou est-ce que ce travail d'écriture, cette écriture est laissée libre à chacun, c'est-à-dire chacun conduit son propre travail d'écriture dans son coin, ou est-ce qu'il y a des temps d'accompagnement, des ateliers ou des échanges avec les autres étudiants? Voilà, c'est une question de curiosité. C'est simple de répondre, je vais répondre. On peut répondre à deux. Oui, Marceline parlera plutôt de l'aspect vraiment pédagogique que moi j'ai pas suivi encore une fois dans mémoire, puisque moi je n'étais pas encadré donc dans les ateliers d'art plastique. Mais oui, évidemment que l'écriture est suivie. Après, c'est l'étudiant qui le propose, et c'est une forme parmi d'autres, on va dire. S'il a envie d'utiliser l'écriture ou la vidéo ou la maquette, enfin ça c'est libre pour l'étudiant. Ensuite, il est évidemment suivi par les enseignants de la manière qu'il est suivi pour la réalisation d'un plan ou d'une maquette. Donc c'est vraiment le même procédé. Oui, entre étudiants, il y a évidemment énormément de discussions ici et de choses mises en place. Donc il n'y a pas d'enseignement d'atelier littéraire à proprement parler. En fait, j'aurais dû l'apporter, mais l'emploi du temps des étudiants à Versailles, c'est un document Excel abominable, rempli de couleurs, complètement saturé. Et donc les arts plastiques sont des espèces de petites poches au fil des années. En gros, on intervient à peu près 3 fois par promotion, donc 3 fois pour les premières années, 3 fois pour les deuxièmes, 3 fois pour les troisièmes, en plus du suivi de mémoire. Donc c'est des temps qui vont de 3 à 5 jours, c'est extrêmement réduit. Il y a une toute petite équipe et on fait intervenir beaucoup de vacataires de tous les champs possibles pour justement pouvoir apporter ce que nous ne pouvons pas apporter, à la fois parce qu'on n'est pas spécialiste de tout, et surtout vraiment pour que les étudiants puissent avoir un panorama le plus vaste possible. Et l'idée, c'est aussi que cet enseignement artistique, il puisse revenir vers le projet. C'est-à-dire qu'au départ, il a une forme d'indépendance, mais l'idée, c'est que les étudiants s'en saisissent pour être plus libres finalement dans leur pratique du projet. Plus de 6 questions. Deux petites questions. Une question pour Marie-Laure.
dans son répertoire langagier. On avait dit que tu ne posais pas de questions, je te rappelle. Ah bon, d'accord. Bon, alors je pose pas de questions. Et dans ton répertoire langagier, tu vois, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de place pour un peu plus plurilinguisme? Please talk again. Tu veux dire dans ce que... J'ai pas compris ce que voilà, dans ce que tu nous montres là, parce que là, visiblement... Tu veux dire que j'explique ce que je fais ou j'ai pas compris? Tu veux que j'explique ce que je fais ou tu voudrais qu'il y ait plus de plurilinguisme dans ce... Réponds-nous sur cette question-là, parce que je pense que c'est vraiment ta plus-value dans toute l'équipe là, qui est dans tout le réseau. J'adore cette idée de plus-value au concernant, c'est magnifique. Donc finalement, tu as bien fait de poser la question. Oui, alors je suis maître de conf, je fais partie de l'équipe l'invasion d'Aix-Marseille sur l'Auterre. Et donc je suis dans le département d'anglais, je suis maître de conférence. Et à la suite des grèves, il me semble que c'était en 2009, où il s'est passé beaucoup de choses. Et à Aix, on a été immobilisés pendant assez longtemps, parce que les étudiants avaient fait des barrages. Ce qui a permis, c'était une chose positive, de discuter. Du coup, on avait du temps pour travailler ensemble avec les collègues. D'ordinaire, on a peu de temps. Et avec une collègue qui enseignait comme moi la littérature britannique, on s'est dit, moi je ne peux pas continuer à enseigner la littérature de cette manière, c'est-à-dire uniquement par l'étude des textes, comme moi j'y avais été formée, sachant qu'elle, de son côté, avait une pratique d'écriture poétique, et moi, je dirais que j'écris tout sauf la poésie. Donc du coup, on était fortement complémentaires. Je parle de Sarah Greaves, donc qui travaille aussi sur les ateliers d'écriture plurilingue. Et donc on a voulu ouvrir des ateliers d'écriture, sachant qu'on connaissait par ailleurs, Sarah connaissait par ailleurs Anne Roche, et c'est à ce moment-là, l'année suivante, on a passé le DU. Je dois me tromper dans la chronologie, donc on va dire 2007. Et pourquoi plurilingue? C'est parce que à Aix, comme partout d'ailleurs, je vais sortir des banalités, il y a beaucoup d'étudiants, notamment première et deuxième année, qui ne sont pas francophones langue maternelle, alors je n'aime pas utiliser ces termes-là, mais bon, disons pour simplifier, dont le français est une langue acquise en général à l'école maternelle ou à l'école élémentaire, des enfants, enfin des étudiants issus de l'immigration. Et traditionnellement, dans les enseignements que moi je donnais, c'est-à-dire principalement de littérature britannique et de traduction, on ne tient pas compte de ce background, de ce répertoire plurilingue, le fait que c'est pas la même chose de traduire l'anglais lorsque la langue de référence, ou de traduire vers le français ou vers l'anglais, peu importe, lorsque la langue de référence est le français. Et donc, du coup, conjointement, on a monté nos premiers ateliers d'écriture. Les premiers étaient des ateliers d'écriture bilingue, donc avec l'idée que pratiquer la langue en l'écrivant, donc la langue anglaise pour le cas, pour le coup, c'était une manière de se l'approprier, là encore je n'ai pas trop ce terme non plus, et donc cette joie, enfin cet affect qu'on mettait dans la pratique de l'écriture en langue étrangère aidait pour beaucoup les étudiants. Et puis donc on a travaillé d'abord en atelier monolingue anglais, bilingue. Quelques temps après, on a créé des ateliers de traduction de traduction créatrice qui intègrent l'autotraduction. Et les ateliers qu'on animait sont devenus plurilingues, en ce sens que, si je pars d'une consigne, l'idée c'est pour l'étudiant d'écrire avec les langues dont il dispose, quel que soit le degré de maîtrise, là encore entre guillemets, où il se trouve. Donc il peut avoir quelques mots je sais pas, des langues de l'Europe de l'Est, parce que... Et s'il en a besoin, s'il a besoin de solliciter ces termes-là, avisés, expressifs, créatifs, ce que vous voulez, elles sont accueillies. Voilà, c'est tout simple en fait comme idée. Quant à la traduction créatrice, à l'université telle que nous on la pratiquait, la traduction se faisait ce qu'on appelle la traduction littéraire. En réalité, c'est la traduction au concours, c'est-à-dire que vous traduisez un texte, en général il y a une ou deux traductions acceptées, validées, et vous êtes noté de manière extrêmement précise selon des barèmes qui correspondent en fait aux barèmes de recrutement du CAPES et de la GREG et certains exercices de l'ENS. Et ça ne travaille pas l'idée que le traducteur est un auteur. Donc en traduction créatrice, en fait, on fait travailler ces futurs traducteurs comme des auteurs autour de toutes sortes d'exercices, à partir de toutes sortes d'exercices qui leur permet de travailler l'écriture, mais une écriture qui est particulière puisque c'est une écriture entre deux langues,
habités par la langue étudiée, habités aussi par les langues de leur répertoire plurilingue. Voilà, je vais pas vous fixer. Peut-être qu'on peut dire que c'est avec votre arrivée au DU qu'on a eu de plus en plus de gens qui sont arrivés avec cette problématique-là, de faire écrire entre les langues, notamment Noël Matisse l'année suivante. Mais aujourd'hui, on a dans toutes nos promotions au moins une personne qui est soit professeur d'anglais, d'espagnol, ou qui fait de la traduction, ou qui travaille avec des migrants, par exemple. Je crois que Noël nous a précédés. Peut-être qu'elle n'est pas rentrer en détail, mais Noël est une des fondatrices en fait, des ateliers plurilingues. Je propose qu'on prenne encore une question, la deuxième question d'Anne-Marie. Parce que non, mais je vois que le temps passe. Moi, j'ai juste une petite question pour Corinne qui doit garder le micro du coup. Parce que tu ne nous as pas parlé de la manière dont tu concevais, je ne sais pas si c'est encore déjà pensé, le retour sur la perspective professionnalisante de ton travail. La voix du prof là-dedans, elle est où? Il y a la main qui prend le crayon, la main qui repousse le crayon et la voix. À suivre. C'est une réponse de la famille.